Le dimanche 24 octobre, bonsoir, bienvenue sur la première. Il est 19h passé de 2 minutes. Voici l'édition dominicale. Tout de suite, les titres. Un dimanche sous les eaux, il a bien plu à Tahiti, aux îles sous le vent, mais au bilan, pas de gros dégâts. Toutefois, quelques habitants de Papeete continuent à effacer les stigmates de la nuit de samedi. À dimanche, nous sommes dans le quartier du Lagon Bleu. Un déluge s'est abattu dans le secteur. Les habitants nous parlent de leurs difficultés. Dans le langage administratif, on dit une diffusion. Plus prosaïquement, nous pouvons parler de divorce. C'est le souhait d'une partie des habitants de Taoutira. Ils ne veulent plus partager l'horizon des conjugaisons avec Tarapu Est. Ils veulent leur indépendance. Une commission va être élue pour donner son avis. La population se passionne pour cette question. Une économie malmenée par la crise sanitaire, une volonté de réformer de la part du gouvernement, mais en concertation, la question de la protection sociale et de la fiscalité font l'objet d'une mise en perspective, des pistes dessinées en tenant compte des grands équilibres, justice sociale et compétitivité des entreprises. Nous ouvrons ce dossier avec le ministre de l'économie et des finances et l'invité de ce journal, l'opportunité pour nous de faire le point sur la grande réunion de vendredi dernier avec les partenaires sociaux. A tout de suite, Yvonne Raffin, merci. Une balade en montagne, rien de tel pour redonner de l'énergie à sa semaine. Il y a plus de 20 ans, nous avions été du côté de Itia pour une promenade sensible et naturelle, une manière de vivre en pente douce. C'est le Fénois d'antan de ce dimanche soir. La pluie fait des claquettes, dit la chanson, et depuis hier soir, elle s'invite avec intensité dans le ciel de Tahiti. Exemple, 75 mm à Maïna, en 24 heures, 54 dans le secteur de Raiatea. Ce matin, Faa a été arrosé et ô combien, de 9h à 10h, il est tombé un quart des pluies enregistrées en une seule journée. Mais les dégâts ici comme ailleurs sont plutôt limités. Toutefois, à Papeete, dans le secteur du Lagon Bleu, il y a des stigmates et les habitants tentent de les effacer. Reportage avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. Vendredi à Papeete, les précipitations intenses ont provoqué des inondations dans bien des quartiers comme dans d'autres communes. Cette famille sinistrée a dû attendre que l'eau infiltrée partout dans la maison s'évacue pour pouvoir nettoyer les lieux. Tout le lino doit être changé. Plusieurs sacs plastiques d'affaires et 3 matelas sont bons à jeter. Pour le moment, c'est juste une inondation. Hein. C'est pas comme si la maison allait nous tomber sur la tête et tout. Hein. Donc pour l'inondation, il va falloir... Maintenant, on a vu que la maison peut être inondée. Donc il va falloir se préparer s'il y aura une autre inondation, quoi. Fataliste et prêt à s'adapter, Steve et sa femme sont aidés par un cousin pour les travaux de nettoyage. On va nettoyer, réutiliser, parce que c'est encore réutilisable. Mais c'est plutôt pour des matelas. On va essayer de s'en acheter encore ou... S'il y a des gens qui donnent, c'est encore mieux. Les pompiers de Papeete ont été très sollicités vendredi, mais très peu aujourd'hui. Depuis 7h du matin, on a eu 2 interventions. Une pour protection des biens, c'était justement un mur de soutènement qui a lâché. Bon, je faisais à peu près 10 mètres de long, sur 2 mètres de hauteur. Et puis un dégagement de la voie publique, un arbre qui est tombé sur la voie publique au niveau du magasin Louise. Jusqu'à 300 millilitres de précipitations sont tombés vendredi sur la capitale, beaucoup moins aujourd'hui, car la situation s'apaise progressivement. Il faut rester en état de vigilance, mais on attend quand même une activité moins importante. Donc l'amélioration va se faire progressivement. On attend notamment une accalmie assez significative pour la nuit prochaine, mais la journée de lundi s'annonce quand même également pluvieuse, comme celle qu'on peut avoir ce dimanche. Steve et Heya peuvent donc se réinstaller tranquillement, le ciel s'éclaircira. Mais nous sommes bel et bien dans la saison chaude, la saison des pluies. Et un tel incident pourrait bien se reproduire dans les mois à venir. Et un coup d'œil sur la carte de Météo France et du jaune encore, ici à Tahiti, à Moorea, également sous les îles sous le vent et les Tuamotu Ouest. Soyez donc vigilants et limitez vos déplacements aux obligations qui ne peuvent être ajournées. C'est le conseil des autorités. De l'orage peut-être en vue à Taoutira, c'est un vieux serpent de mer en fait, la diffusion avec Tarapu Est. Presque 40 ans de débats plus ou moins passionnés. Une étape supplémentaire va venir dans ce processus éventuel avec l'élection d'une commission. Elle va donner son avis sur cette idée-là. Les électeurs en décideront. Les membres, ce sera le 5 décembre. À moins de 2 mois de ce premier rendez-vous, une certaine idée ébullition commence à monter là-bas. Un comité de citoyens est déjà actif pour soutenir cette idée de souveraineté locale. Reportage sur place, Mérini Glambin avec Hubert Yao. On n'a rien, quoi. Il faut que ça passe tout par travaux.
Qu'elle ne soit plus laissée pour compte, c'est le souhait de la population de Tautira porté par le comité 808. Les habitants sont de plus en plus nombreux à se joindre au mouvement. J'espère que la population de Tautira y réfléchira, parce que c'est pas évident pour nous. D'abord aussi pour la montagne. Ce sont les premières personnes qui se sont réunies avec notre pasteur, avec d'autres personnes, pour définir, pour dynamiter notre montagne. Ils n'ont pas vu la population, et pourtant, la vie de la population est très importante. On ne nous a pas signalé tout ça, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on attend? La diffusion. Une trahison parmi d'autres que Tina n'est pas la seule à dénoncer. Désormais, la plupart des habitants de Tautira veulent se réapproprier leurs terres. Pour eux, pas de doute, la sortie de Tayarapu Est est indispensable pour redévelopper leur commune. Aujourd'hui, on voit bien le manque, on va dire, de financement, le manque de projets aussi au sein de notre commune. Nous, on est beaucoup au sein de la jeunesse, que ce soit en termes paroissial et communal. Et voilà, on manque vraiment de moyens financiers pour pouvoir mettre en place plusieurs projets. Le manque de moyens, c'est l'argument principal du comité pour la diffusion. D'après eux, Tautira ne récupère pas sa part du budget. La commune se retrouve sans ressources pour offrir des infrastructures dignes à la population. Déjà faire un abri pour nos enfants qui habitent au Finuchiré, qui quittent leur foyer à 4 h du matin et quand ils arrivent à la marina, il pleut, ils vont se cacher sous les arbres. Alors au lieu de faire un abri pour ces enfants-là, on met en place un joli abri pour les poubelles. Le comité se réunit pour préparer à repartir dans les foyers et à bien expliquer aux gens, à la population. Il faut venir voter. Il ne faut pas seulement dire on est avec vous, mais il faut venir s'affirmer le 5 décembre. Ce vote, c'est la dernière étape avant la décision finale de scission. Ce projet de séparation est le premier du type en Polynésie. Partie invitée dans notre journal de ce dimanche soir avec le ministre de l'économie et des finances, Yvonique Raffin. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être ici. Un an déjà de responsabilité, j'allais dire, sous gros temps, comme le ciel ce week-end sur Tahiti. Pas facile, hein, le job depuis le mois de septembre 2020. Alors, bonsoir Stéphane, et bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde. Effectivement, je suis rentré au gouvernement il y a maintenant un an, tout juste un an. Et donc, j'ai effectivement accepté de relever le défi parce que nous n'avons pas le choix. Notre modèle économique, notre modèle fiscal et puis notre modèle social doit évoluer. Est-ce qu'on est en ce moment en urgence absolue, urgence relative, ou enfin on commence un petit peu à respirer et à voir l'horizon de l'avenir? Disons que nous sommes en crise depuis maintenant 2 ans bientôt, et le pays effectivement a décidé d'accompagner notre économie en injectant énormément d'argent, 17 milliards. 17 milliards, plus 12 milliards l'année passée. Donc beaucoup d'argent qu'il faut maintenant effectivement continuer à accompagner notre population. Là, c'est pour sauver l'emploi. Le différentiel est encore négatif par rapport à février 2019. À peu près 2000 emplois ont disparu. Est-ce que vous sentez quand même des prémices de reprise sur le territoire? Effectivement, il y a des prémices de reprise de l'emploi sur le territoire, puisqu'à fin septembre, nous étions à 66 000 emplois. Mais en fait, on constate en fait une migration de l'emploi vers l'entrepreneuriat. On dit souvent que les temps de crise sont des temps d'opportunité. Est-ce qu'il faut réformer? Alors, on a beaucoup parlé de ces réformes. Vous en discutez de manière concertée avec les partenaires sociaux. Quelle est la piste que vous allez privilégier, notamment sur le plan de la fiscalité? On parle d'une TVA sociale qui serait mise en place dès 2022. C'est ce que vous allez proposer au président Fritsch dans 15 jours? Voilà, effectivement, d'abord, l'objectif qu'on doit tous se fixer, c'est de sauver nos comptes sociaux. Alors pourquoi effectivement sauver nos comptes sociaux? C'est pour poursuivre les prestations de santé, de maladie, de handicap, des prestations familiales, les allocations familiales, mais aussi continuer à payer nos retraites. Et donc aujourd'hui, il faut savoir, c'est que notre protection sociale est assise sur 80 000 salariés et non salariés. Aujourd'hui, il s'agit d'élargir l'assiette de manière à ce que tout le monde contribue via la consommation. Et l'idée, c'est la TVA sociale alors? L'idée, effectivement, c'est une TVA sociale qui est assise effectivement sur la consommation et qui permettra, effectivement, in fine, de venir participer au secours de cette petite tous les produits de la consommation, parce qu'en métropole, c'est un vieux débat qui a coûté beaucoup de voix, notamment à Jean-Louis Borloo en 2007, quand il a proposé, parce que
une partie de la gauche ou du monde social dit que c'est un impôt indirect inégalitaire. Vous en pensez quoi? En fait, on peut dire ce qu'on veut. Il faut d'abord répondre à l'urgence. On a un problème de temporalité. C'est sauver nos comptes sociaux. Alors, la TVA sociale ne touchera pas au PPN, parce que nous ne voulons pas effectivement mettre de la misère à la misère. Donc ça sera bien ciblé et ça sera discuté et mis en application en partenariat avec les acteurs économiques et partenaires sociaux. Est-ce que vous avez un niveau du taux que vous allez proposer? 1%, 2% plus? Alors, suite à la réunion, au débat, au séminaire que nous avons eu vendredi dernier, donc il y a des partenaires qui proposaient 1%, d'autres 1,2%, qui sont même allés jusqu'à 1,5%. Maintenant, toute la question est de dire est-ce que ce sera déductible ou pas. Donc effectivement, ça sera une négociation et des échanges fructueux, j'espère, avec nos acteurs économiques. La fiscalité, la CST, est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on fait une réforme façon impôt sur le revenu à la française, avec ses tranches, ses niches, etc. Comment on fait pour toiletter tout ça? Alors, effectivement, j'ai entendu hier soir sur votre antenne le député Moïté Baudesson parler de l'impôt sur le revenu. Enfin, moi, je regrette qu'une chose, c'est j'aurais voulu qu'il soit là avec nous vendredi pour échanger et profiter un petit peu de son éclairage aiguisé sur le sujet. Et qu'est-ce que vous lui dites? Il n'y a pas d'impôt sur le revenu en vue en Polynésie tel qu'on l'entend en métropole? Alors, qu'est-ce qu'on appelle impôt sur le revenu? Aujourd'hui, nous avons la CST salariale, la CST non salariale, parce que dans l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs ingrédients qui existent déjà en Polynésie. Donc, mais pour répondre directement à votre question, est-ce que ça sera effectivement revu? Nous questionnons effectivement comment apporter un peu plus de ressources. Mais encore une fois, c'est ne pas mettre de la misère à la misère. Dernière question, comment on redonne confiance aux acteurs économiques? C'est important, la dimension psychologique dans la vie entrepreneuriale. Il faut réformer rapidement ou il faut faire ça avec pédagogie et s'offrir du temps au temps, comme disait François Mitterrand? Alors, la réforme fiscale que je propose s'étale sur 5 ans. Et ce dont les acteurs économiques ont besoin, c'est d'une stabilité et d'une confiance. Et surtout d'une visibilité, et c'est ce que nous leur donnons. Merci beaucoup d'être venu pour nous répondre. On se retrouvera sans aucun doute rapidement. Projet de loi, discussion dans 15 jours au Conseil des ministres, c'est ça? Alors, je présenterai effectivement le projet de loi d'ici 15 jours et ensuite le chemin habituel administratif, législatif et pour les premières applications des mesures dès 2022. Merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur le ministre de l'Économie. Bonne soirée à vous. Au revoir. Les cycles de la vie et une agriculture toujours plus saine, les paysans de la vallée de Tefaora, à Orwe, vont bénéficier d'un soutien de la Chambre d'agriculture, la mise à disposition d'engrais composés à partir de déchets de poissons, une manière d'aider la terre à sa fertilité sans abîmer. Et c'est heureux, l'écosystème, Thomas Moutan a déjà expérimenté le procédé chez lui. Il l'a présenté cette semaine aux familles de la vallée, tout enchanté. Reportage avec Théophane Thiritua et Ambroise Colombani. Pour la préparation, rien de plus simple. Pour 200 litres d'engrais, prenez 30 kg de déchets de poisson, 10 litres de micro-organismes efficaces, 15 litres de mélasse mélangée et attendez et vous verrez que ça ne sent même pas mauvais. Au niveau de l'odeur, avec l'algue, ça a une forte odeur. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis de produits à l'intérieur comme la mélasse et IM. Donc, avec la préparation d'engrais de poisson à base de déchets de poisson, donc ça, on a mis alors l'IM et mélasse que nous a proposé Thomas et les collaborateurs pour éviter qu'il y ait une forte odeur afin d'éviter aussi toute plainte dans le quartier. Avec Thomas Moutam, on a fait une formation et cette formation va beaucoup apporter aux familles du fait qu'avec l'engrais de poisson, ça favorise au fait la fructification et la floraison. À travers cette action, la mairesse de la commune désire encourager sa population à planter bio, une première pour la commune d'Aroué qui a pour objectif de maintenir le projet sur le long terme. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc., dues à une mauvaise alimentation et aussi dues à un manque d'activité. On est dans une société de consommation, société de facilité, donc voilà, on ne s'étonne pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'apprendre et de réapprendre, mais surtout d'apprendre à nos enfants. Je pense que là, c'est le bel âge. Et on s'est aperçu que les projets sont beaux, mais s'il n'y a pas de suivi et pas d'accompagnement, cela retombe aussi vite, les familles ne sont plus aussi motivées. Donc nous avons choisi de prendre un agent de la commune qui va les accompagner.
Au total, ce sont 10 familles du quartier de Tif Aroua qui cultivent dans ce jardin. Cette formation leur permettra d'être plus économes. Horizon 2023, un 4 étoiles du côté de Toumara, sur l'île de Rayatea, 15 écologes, une grande villa de luxe, le tout à côté d'une plage de sable blanc, une carte postale idéale et un projet touristique important pour la commune. Ce projet est porté par un couple d'investisseurs venus de la métropole. Il pèse 1 milliard de francs pacifiques. La pose de la première pierre a eu lieu en présence des autorités locales. Heureuse à l'idée de cette dynamique possible sur l'ensemble du secteur. Les futurs propriétaires répondent à notre correspondant Julien Vesco. On vient juste de signer une convention avec le CJA qui prouve à quel point l'inclusion pour nous est une donnée extrêmement importante. On est sur une zone économique relativement pauvre, donc effectivement il y aura de la formation, de l'inclusion. Il faudra aussi de la bonne volonté des habitants qui sont autour de nous, de bien vouloir apprendre certaines choses, certains comportements. Mais oui, on espère que la plus grande majorité, si ce n'est l'ensemble du collège salarié, soit issue du territoire local. Et un portrait pour continuer notre édition. Il a la part de l'engagement, cette volonté militante de réveiller le monde et à défaut de le rendre meilleur, et bien de le rendre plus vivable. Titouan Bernico, c'est son nom, est le fondateur des Jardiniers du Corail, des gars et des filles qui veillent avec passion sur notre océan. Son action a été repérée au niveau international. Il a été choisi pour participer au Young Activity Summit. Ce sera à Genève dans un mois. Il va partager son expérience avec 5 jeunes leaders dans le monde entier avec ces thèmes qui portent sur la responsabilité sociétale. Reportage David Chang avec les images de Gita Outou. Ce sont un peu les agents de communication du corail polynésien menacés par le réchauffement climatique. Et voici le dernier moyen qu'ils ont trouvé pour renforcer le lien entre l'internaute et le corail, une caméra sous-marine qui filme en direct les boutures adoptées sur Internet. Dans moins d'un mois, au sommet des jeunes activistes à Genève, le message de ces jardiniers du Lagan prendra une toute autre mesure. Ce que j'attends de cette expérience à l'ONU, à Genève, c'est à la fois d'avoir plus de contacts, d'avoir plus en plus de rencontres et d'opportunités qui vont se présenter à nous pour qu'on arrive à développer le projet et qu'un jour, on arrive à réaliser notre rêve, à avoir beaucoup plus de jardiniers du corail, des coral gardeners autour du monde, des pêcheurs, des surfeurs qui travaillent main dans la main avec nos scientifiques pour restaurer le récif. Ouais. L'aventure Coral Gardeners a débuté il y a 4 ans pour Titouan Bernico et ses bénévoles. Mon environnement que j'ai connu, plutôt coloré, et là il est en train de blanchir, donc c'est plutôt sad, on va dire, plutôt triste pour moi. Donc c'est pour ça que je me motive à participer à tout ça et aider ce projet à fond, donc pour pouvoir sauver nos récifs. 4 ans de sensibilisation qui ont fini par porter leurs fruits. Si on commence à faire des gestes, la planète elle sera encore vivante, elle ne commencera pas à mourir. Là, je crois qu'il faut réagir. Le 18 novembre, Titouan et les 5 autres lauréats du sommet échangeront en direct sur les réseaux sociaux à propos de différentes thématiques, dont le réchauffement des océans. Et une bonne nouvelle, cette session sera à suivre sur les réseaux sociaux. Marquez la date, le 18 novembre. Donc, marquez ceci sur votre agenda si vous êtes intéressé par ces problématiques. Aller chez le coiffeur, au restaurant, ce sont les paroles du Premier ministre de l'État de Victoria, à Melbourne. La ville australienne a connu 6 confinements depuis le début de la pandémie. Au total, 262 jours à être enfermés. C'est le record du monde. Aujourd'hui, là-bas, 70% de la population est vaccinée. Conséquence, le confinement du 5 août est grandement levé, mais il reste encore des restrictions. L'objectif pour le retour à la vie normale, 80% de personnes vaccinées. Reportage des confrères de Calédonie Première. Ce week-end, les 5 millions d'habitants de Melbourne ont pu enfin retrouver un peu de liberté. Après presque 9 mois de confinement, 262 jours d'isolement, très difficile à vivre, comme en témoigne Anne Nguyen, calédonienne et professeure de français. Moi, en fait, j'ai eu des problèmes de santé mentale avec la dépression et l'anxiété, surtout quelque chose qui est très présent en Australie maintenant, surtout à Melbourne, avec tous ces jeunes qui ne peuvent pas voir leurs amis, qui ne peuvent pas sortir dehors. Ça a été un problème très très important, la santé mentale ici.
Toutes les écoles fermées et toutes les entreprises pratiquement à l'arrêt depuis mars 2020. Une situation qui a parfois dégénéré et qu'a vécu Antoine Dang, expert comptable à Melbourne. C'est inimaginable. On n'aurait jamais pu penser que ça aurait duré autant de temps. Ça a été long et pénible. Ça a été assez violent parce que, surtout au moment où toute l'industrie de la construction, qui était considérée comme service essentiel, ont été fermés. Et ils ont décidé, parce qu'ils ne respectaient pas les règles sanitaires, justement de fermer cette industrie. Et je pense que oui, les images ont fait le tour du monde. Tous les commerces non essentiels restent encore fermés. Et l'aéroport international de Melbourne n'est toujours pas ouvert. Pour le 1er décembre, ils ont annoncé le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, certains pays européens, mais pas encore pour le Pacifique. À ce jour, 70% de la population est vaccinée. Les autorités lèveront les restrictions quand 80% des habitants seront vaccinés, ce qui pourrait être envisagé courant décembre 2021. Bref, presque 9 mois de confinement du côté de Melbourne. Page sport dans ce journal. Pendant 3 jours de la précision à Raiatea, une compétition avec une quinzaine de compétiteurs, la moitié des îles Soulevant, l'autre de Tahiti. Et il y a eu du sport, la pluie a rendu encore plus difficile l'art du tir. La prochaine compétition à Raiatea, ce sera pour le mois d'avril 2022. Mais les entraînements et les matchs amicaux vont se poursuivre. À Moorea, ce sera une compétition officielle prévue avant la fin de l'année. Image du Baltrap signé Julien Vesco. Il a plu. Le sport encore en ébullition à Wapo après le volley. C'est le futsal qui a repris ses droits. Les équipes sont venues de toutes les vallées. Il y avait bien sûr les seniors, mais aussi toutes les catégories de jeunes footballeurs, du beau spectacle et une joie partagée par tous les participants. Se retrouver, c'est déjà une victoire. Image de notre correspondant Lionel Taomana. Et vous le voyez là-bas, il y avait du soleil. Chloé Yam, retenez bien ce nom, elle fait briller les couleurs du Fénois. Elle est devenue vice-championne du monde de Pole Art Pro Junior. Cette excellente performance fait suite à un parcours déjà remarquable. Elle fut championne de Polynésie il y a 1 an. Il y a 2 mois, l'or également lui a été remis du côté du Canada en vidéo. Encore 1000 félicitations à cette jeune sportive du pays. Allez, un bol d'air pour terminer. Promenade dans le passé et respiration en montagne. C'est le Fénois d'antan. Aujourd'hui, direction Iteia, balade sur le mont Mauru. Bonheur simple et partage, la vie comme on l'aime. C'était il y a plus de 20 ans. RFO toujours à vos côtés avec les commentaires d'un jeune journaliste prometteur, Lorenzo Marama. Une zone inexplorée, ça se mérite. Déjà 5 heures de marche sont nécessaires pour atteindre le camp de base, situé à environ 1100 mètres d'altitude. Selon la carte de la végétation de Tahiti, le mont Mauru et ses environs appartiennent à la série ombrophile de haute altitude, caractérisée par une pluviométrie supérieure à 8000 mm par an, une hygrométrie élevée et une ceinture nuageuse diurne, d'où son nom scientifique de forêt de nuages. Ici, on dénombre plusieurs espèces endémiques en voie de disparition. Son nom scientifique est Ophiorhiza. Elle appartient toujours à cette famille des rubiacées, comme le Tiare Tahiti, le café, encore bien reconnaissable à ses feuilles opposées, et puis la petite feuille stipulée en milieu. Alors d'une grande rareté, parce que, encore une fois, ces petites plantes de sous-bois ont été éliminées partout ailleurs dans l'île de Tahiti par le Miconia. En fin d'après-midi, plusieurs variétés de plantes ont été récoltées. Il s'agit à présent pour le botaniste de les analyser, de les reproduire et de noter toutes les caractéristiques en vue d'une étude plus approfondie par la suite. Là, en ce moment, j'essaye d'identifier des plantes de la famille du genre Cyrtandra, dont le nom tahitien est Hahapé. Et sur le site du mont Mauru, on a au moins 3 espèces. Au petit jour, nous entreprenons l'exploration de la petite rivière Mahateaho. Ici, pas de 3e voie. Nous évoluons dans une zone où poussent plusieurs plantes endémiques. Un autre paysage nous attend. Ça, c'est un Sclérotheca oreades. Donc, il appartient au genre botanique Sclérotheca, qui est un genre qu'on retrouve seulement à Tahiti, avec 4 espèces connues et une espèce à Rarotonga aux îles Cook. Les 4 espèces trouvées à Tahiti sont toutes très rares, menacées de disparition.
Autre découverte, une variété de bananiers dont les fruits diffèrent énormément à ceux connus habituellement. Moi, je pense que si cette colonie de bananiers existe, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être pas très lointain, les Polynésiens sont venus aussi habiter dans cette région. Au vu des quelques observations, le massif du mont Mauru constitue une zone refuge pour de nombreux invertébrés terrestres endémiques, tels que les charançons ou les escargots partulidés, décimés sur l'île de Tahiti par l'introduction de l'escargot carnivore. Ce milieu unique est très menacé par la présence humaine. L'intérêt scientifique et écologique de ce site impose de le préserver à tout prix. Et de belles images signées par Pierre Verrou, 19h passées de 27 minutes sur la première. Nous vous rappelons l'information principale de ce dimanche, ici en Polynésie. Le compte à rebours a commencé à Tautira. L'idée de la diffusion avec Tarepu Ouest va occuper la vie sociale. À la demande des autorités, une commission va être élue par la population. Son objet, donner son avis sur le divorce avec le voisin. Les élections sont prévues pour le 5 décembre prochain. Les écrans de la première, ce soir, nous sommes dimanche, eh bien c'est de la fiction avec tout d'abord un film, La Tour Sombre, après une série qui se nomme Avocat sur mesure avec des titres pleins de suspense, dissimulation ou encore point de rupture. Ne manquez pas tout ceci tout de suite sur notre antenne. Regard sur le travail de la presse écrite et les propositions des confrères journalistes pour demain. La Dépêche du Midi avec un titre « Un tiki géant file à l'anglaise ». Et du côté de Tahiti Info, on revient sur les tonniers chinois avec ce titre « Le pays hausse le ton ». Agenda pour la semaine qui commence demain lundi 25 octobre. Mardi, on se retrouve du côté du Haut Commissariat avec Météo France pour la présentation des risques cycloniques pour la saison chaude de 2021-2022. Jeudi 28 octobre, Parc Expo de Mamao, la fameuse foire d'octobre, qui est possible parce que vous le savez, les règles de restrictions sanitaires sont un peu plus allégées actuellement. Et puis vendredi 29 octobre, du côté de Raiatea, visite du vice-président qui va rencontrer le monde de l'agriculture et le monde qui produit de la vanille. Merci d'être fidèle à la première. Demain matin, réveil radio pour l'info avec le duo Teupo et Abinera. Merci de votre fidélité à la première. Que la semaine à venir soit faite d'espérance. Bonne soirée et à demain pour les infos ici en Polynésie à 19h. Bonsoir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.